Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lors d'une sortie pour faire des courses, la petite Bonnie Loman, âgée de 7 ans, et son beau-père se trouvaient dans le rayon des produits laitiers lorsqu'un élément inhabituel attira l'attention de Bonnie. À sa grande surprise, elle vit son propre visage imprimé sur une boîte de lait. Cette découverte la laissa perplexe. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle sa photo se trouvait là, ni ce que cela signifiait. Cependant, lorsqu'un voisin aperçut plus tard la même image, ils commencèrent à découvrir la réalité choquante. Dans les années 1970, les forces de l'ordre à travers les États-Unis étaient souvent réticentes à s'impliquer dans les affaires où un parent sans droit de garde enlevait un enfant aux parents ayant la garde. Ces incidents étaient fréquemment considérés comme des disputes domestiques plutôt que comme des enlèvements ou des kidnappings avérés. Cela laissait de nombreux parents se sentir impuissants et frustrés alors qu'ils luttaient pour résoudre ces situations. Avec le temps, cependant, ces parents trouvèrent des moyens de riposter. Ils commencèrent à différencier leurs expériences des kidnappings en utilisant le terme enlèvement parental. Ils organisèrent également des groupes de défense et créèrent des brochures remplies de photographies d'enfants qui avaient été enlevés. Ces parents partageaient ces informations avec les écoles, espérant localiser des enfants dont le nom avait été changé par leurs parents ravisseurs. Au début des années 1980, ce mouvement s'élargit pour inclure tous les cas d'enfants disparus, pas seulement ceux enlevés par un parent sans droit de garde. Lorsque ces groupes de défense élargirent leur champ d'action pour inclure les enfants fugueurs, ils découvrirent que le nombre d'enfants disparus chaque année était incroyablement élevé, pouvant potentiellement atteindre des centaines de milliers. Ces chiffres alarmants, associés à plusieurs cas très médiatisés, incitèrent les gens et les entreprises à soutenir la cause. En 1984, diverses compagnies laitières commencèrent à imprimer des images d'enfants disparus sur leurs cartons de lait. Certaines chaînes de pizzerias suivirent cet exemple en imprimant les photos sur leurs boîtes à pizza, et les images d'enfants disparus apparurent également sur des articles tels que des sacs de courses et des enveloppes. Durant cette période, le sujet des enfants disparus devint une partie de la culture populaire. Des livres comme la série des Berenstain Bears enseignaient aux enfants les dangers des étrangers, et des personnages de DC Comics, comme Lois Lane, étaient représentés en train de chercher des enfants disparus. Des romans policiers mettaient également en scène des détectives enquêtant sur de tels cas. Cependant, la campagne des cartons de lait devint l'un des efforts les plus reconnaissables pour sensibiliser et aider à retrouver des enfants disparus. En 1985, seulement un an après que la première image fut imprimée sur un carton de lait, 700 des 1800 compagnies laitières indépendantes aux États-Unis avaient adopté cette pratique. L'identité de la première compagnie laitière à utiliser ces cartons de cette manière reste floue, mais beaucoup pensent que la disparition d'Ethan Patz, âgé de 6 ans, en 1979, fut un catalyseur significatif pour ce mouvement. Ethan disparut alors qu'il se rendait à son arrêt de bus scolaire à Soho, à New York. Bien que son professeur ait remarqué son absence, l'école ne prévint personne immédiatement. Et ce n'est qu'à son retour manqué à la maison que sa mère contacta la police. Une recherche massive s'ensuivit, avec près de 100 policiers et des chiens de recherche ratissant la zone pendant des semaines. Des flyers avec la photo d'Ethan, prise par son père photographe, furent distribués dans toute la ville, mais ils produisirent peu de pistes. Le cas d'Ethan gagna en attention lorsque son image fut affichée sur les écrans de Times Square. Et, finalement, sur des cartons de lait 5 ans après sa disparition. Tragiquement, Ethan ne fut jamais retrouvé et il fut déclaré légalement mort en 2001. En 2017, Pedro Hernandez fut condamné pour l'enlèvement et le meurtre d'Ethan, sur la base de la croyance que Hernandez avait tué le garçon le jour de sa disparition et s'était débarrassé de son corps.
la disparition d'Ethan Patz entraîna des changements significatifs dans la façon dont la nation réagissait aux cas d'enfants disparus. L'un de ces changements fut le vote d'une loi pour mieux suivre et localiser les enfants disparus. De plus, en 1983, le président Ronald Reagan déclara le 25 mai, jour de la disparition d'Ethan, comme la journée nationale des enfants disparus. Dans la lignée d'Ethan, le visage de Johnny Gosch apparut également sur des cartons de lait à travers le pays. L'histoire de Johnny commença en 1982, lorsque le garçon de 12 ans quitta la maison tôt un matin pour livrer des journaux à West Des Moines, en Iowa. Lorsque des clients signalèrent ne pas avoir reçu leurs journaux, le père de Johnny, John, commença à le chercher. Il trouva le chariot abandonné de Johnny et les journaux non livrés à seulement quelques pâtés de maison de leur domicile. Les parents de Johnny, John et Noreen, contactèrent immédiatement la police, mais Noreen affirma plus tard que les autorités avaient été lentes à réagir. Selon elle, il fallut environ 45 minutes aux policiers pour arriver. Et ils ne classèrent pas initialement Johnny comme une personne disparue car il n'y avait pas de demande de rançon. Ce délai signifia que la police attendit 72 heures avant de commencer les recherches. De plus, les autorités supposèrent initialement que Johnny avait simplement fugué. Bien qu'elles décidèrent plus tard que le garçon avait probablement été enlevé, elles ne trouvèrent aucune preuve tangible pour le prouver, ni ne théorisèrent sur les motifs que quelqu'un aurait pu avoir pour le prendre. Elles n'arrêtèrent jamais aucun suspect. Cependant, le manque de pistes n'empêcha pas l'affaire de Johnny d'attirer l'attention nationale. Pour une part, l'image du garçon apparut sur les côtés des cartons de lait en 1984. Les gens devinrent également familiers de lui à travers sa mère, Noreen, qui raconta publiquement l'histoire de son fils et affirma que les efforts de la police pour traiter son cas avaient été insuffisants. De plus, en 1982, Noreen créa la fondation Johnny Gosch. À travers cette fondation, elle se rendit dans des écoles et anima des séminaires pour partager des informations sur le comportement des prédateurs sexuels. Elle fit également pression pour une loi dans l'État de l'Iowa qui permettrait à la police de commencer immédiatement les enquêtes sur les rapports d'enfants disparus. La loi Johnny Gosch fut adoptée dans l'État de la famille en 1984 et 8 autres États suivirent plus tard cet exemple. Ensuite, l'affaire de Johnny revint dans la sphère publique à cause de quelques rebondissements étranges dans l'histoire, rapportés par Noreen. En 1997, elle affirma que son fils s'était en fait présenté à sa porte tard dans la nuit avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Le jeune homme avait apparemment une tache de naissance sur le torse similaire à celle de Johnny. Mais Noreen déclara qu'elle ne révélerait pas où il vivait, insistant sur le fait qu'il restait en danger et qu'il avait de nouveau disparu. Les révélations étranges ne s'arrêtèrent pas là. En 2006, Noreen déclara avoir découvert un ensemble de photographies qu'elle affirma avoir trouvées sur son perron. Elle allégua que sur l'une des photos, elle avait vu son fils de 12 ans bâillonné, avec les poignets et les chevilles ligotées. Pourtant, bien que selon un documentaire Netflix de 2014 intitulé « Who Took Johnny ?», les autorités aient par la suite identifié les autres enfants figurant sur les clichés, le garçon que Noreen pensait être son fils ne fut apparemment jamais identifié. Avec autant de rebondissements étranges dans l'affaire de Johnny, il n'est peut-être pas surprenant que « Who Took Johnny ?» ait trouvé un écho auprès du public. Pendant ce temps, Noreen continue de militer pour les victimes de kidnapping et les enfants disparus. Comme le rapporte le site web de la fondation Johnny Gosch, de grands progrès ont été réalisés aux États-Unis grâce aux efforts non seulement de Noreen, mais de nombreux autres parents. Les images de Johnny et d'Ethan apparurent toutes deux sur des cartons de lait au début des années 1980, mais dans la seconde moitié de la décennie, cette stratégie commença à perdre de sa popularité. Cela dit,
quelques autres visages furent affichés sur les contenants de produits laitiers. En 2000, par exemple, les parents de Molly Bish, une jeune fille disparue, utilisèrent les cartons de lait et tous les autres moyens disponibles pour essayer de retrouver leur fille. Cette année-là, Molly occupait un poste de sauveteuse au Commons Pond, à Warren, dans le Massachusetts où elle vivait. La veille de la disparition de la jeune fille de 16 ans, sa mère, Maggie, l'avait déposée à son travail. Maggie avait apparemment remarqué un homme moustachu qui était stationné dans une voiture blanche devant la plage du plan d'eau. Cependant, la mère n'avait prêté que peu d'attention à l'homme jusqu'au lendemain, le 27 juin, lorsque sa fille disparut. Ce jour fatidique, Maggie conduisit à nouveau Molly à son poste de sauveteuse au Commons Pond, mais quelques heures plus tard, la mère reçut l'appel que tous les parents redoutent. La police informa Maggie que sa fille n'avait pas été à son poste de travail toute la journée et, ce qui était encore plus troublant, ils avaient apparemment retrouvé ses affaires personnelles abandonnées à son poste de sauveteuse. Après cette nouvelle alarmante, les autorités mobilisèrent ce qui allait devenir la plus grande et la plus coûteuse recherche de personnes disparues du Massachusetts. L'histoire de Molly fut également présentée dans diverses émissions de télévision, notamment 48 Hours, America's Most Wanted et Unsolved Mysteries. La photo de la jeune adolescente apparut aussi sur les côtés des cartons de lait. Mais l'histoire de Molly se termina en tragédie. À l'automne 2002, un chasseur remarqua un maillot de bain bleu alors qu'il se trouvait dans les bois à proximité de Palmer, dans le Massachusetts. L'année suivante, il partagea cette information avec un homme nommé Tim McGuigan, qui alerta ensuite la police. Par conséquent, les autorités menèrent une autre recherche intensive et cette fois, en juin 2003, elles découvrirent les restes de Molly. La disparition de Molly passa donc d'une affaire de personnes disparues à une enquête pour meurtre. La police commença à rechercher des individus correspondant à la description de l'homme mystérieux que Maggie avait aperçu la veille de la disparition de sa fille sur le parking du Commons Pond. Il est également intéressant de noter qu'un autre témoin affirma avoir vu une personne similaire sur le parking le jour de la disparition de la jeune fille de 16 ans. En 2009, un suspect potentiel fit surface en la personne de Rodney Stanger, qui ressemblait à l'homme que Maggie et l'autre témoin avaient aperçu. Stanger pêchait apparemment au Commons Pond et aurait chassé dans les bois à proximité, là où les autorités retrouvèrent le corps de Molly. Comment cet homme attira-t-il l'attention de la police ? Il avait en fait été reconnu coupable du meurtre de sa partenaire en Floride, et la sœur de celle-ci avait appelé les autorités pour les alerter qu'il pourrait être un suspect dans l'affaire de Molly. 2 ans plus tard, cependant, le détective privé Dan Mallet identifia Gerald Battistoni comme un autre suspect potentiel. Battistoni avait passé du temps en prison dans les années 1990 pour viol et, comme Stanger, son apparence ressemblait à celle de l'homme que Maggie avait vu. La police n'arrêta cependant ni Battistoni ni Stanger, et cette affaire macabre reste non résolue à ce jour. Malheureusement, la majorité des cas de cartons de lait n'ont pas apporté de fin heureuse, ou même de résolution. Mais la photo de Bonnie Loman fut l'une de celles qui apparurent sur les produits et permit de résoudre son cas pour son père, qui la recherchait. Cependant, Bonnie avait disparu dans des circonstances différentes de celles d'Ethan, de Johnny et de Molly. En effet, lorsque Bonnie avait seulement 3 ans, sa mère et son beau-père l'avaient retirée de la garde de son père. Comme mentionné précédemment, de nombreux services de police dans les années 1970 étaient réticents à poursuivre de telles pistes, les considérant comme des disputes familiales plutôt que comme des cas de kidnapping avérés. Le père de Bonnie était déterminé à tout faire pour retrouver sa fille. Alors il décida d'utiliser le système des cartons de lait pour sensibiliser le public à la disparition de la petite fille.
Bien que son cas différait de celui des autres victimes de kidnapping qui avaient été photographiées sur les contenants, il parvint d'une manière ou d'une autre à faire figurer son image. Ainsi, 4 ans après la disparition de Bonnie, certains cartons affichant son visage arrivèrent dans un magasin d'alimentation. Un magasin que son beau-père choisit pour une sortie de course un jour. Bonnie, maintenant âgée de 7 ans, aperçut apparemment l'une des photos imprimées sur les contenants et reconnut le visage, le sien. Cependant, Bonnie ne comprenait pas ce que cela signifiait de voir sa photo sur un carton de lait. Il est dit qu'elle demanda innocemment à son beau-père si elle pouvait garder sa photo, et il lui aurait apparemment répondu qu'elle le pouvait, à condition qu'elle promette de ne le dire à personne ni de montrer la photo. Mais bien sûr, les enfants ne sont pas connus pour leur capacité à garder des secrets, ni pour leur habileté à arranger leurs affaires. Bonnie laissa d'une manière ou d'une autre le carton de lait contenant sa photo dans un sac rempli de jouets, qu'elle oublia chez un voisin un jour. Lorsque le voisin prit le carton en main, il réalisa immédiatement ce qui était arrivé à la petite fille. Les voisins appelèrent la police et identifièrent formellement la petite fille vivant à proximité comme étant Bonnie Loman. Son père obtint enfin des réponses et retrouva bientôt sa fille. En effet, l'histoire de Bonnie marque l'un des rares succès de la campagne des cartons de lait des années 1980. De toute façon, l'utilisation des cartons de lait pour retrouver des enfants disparus finit par décliner. Les pédiatres, dont Benjamin Spock et T. Barry Brazelton, pensaient que les images d'enfants kidnappés pouvaient facilement effrayer d'autres enfants, pour une part. De plus, la technologie avait suffisamment évolué pour qu'il soit plus simple de sensibiliser le public et de partager des détails concernant les jeunes gens disparus. Aujourd'hui, les autorités utilisent le système Amber Alert pour solliciter l'aide du public afin de localiser des enfants disparus ou enlevés. Ce programme, lancé en 1996, s'est développé pour inclure des moyens de communication tels que les messages textes, les panneaux d'affichage et les emails, qui diffusent tous les détails permettant d'identifier un enfant disparu. Néanmoins, le programme des cartons de lait a jeté les bases de ce système essentiel, en répandant l'information avant qu'il n'existe une plateforme dédiée pour le faire. Avec les visages et les histoires d'enfants disparus, comme Bonnie, rendus visibles grâce à ces contenants, certains parents ont obtenu des réponses sur les enfants qu'ils avaient perdus. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.